Comment utiliser la puissance de notre cerveau pour créer sa réalité, vivre son plein potentiel et être heureux? C'est ce que nous allons aborder avec notre hôte aujourd'hui. Je suis Anne-Catherine Pozza, conférencière et experte en leadership amoureux, auteure de 3 livres sur l'amour. Je guide depuis 15 ans les entrepreneurs de cœur à se libérer des blocages qui les empêchent de se réaliser pleinement, de la chambre à coucher à leur compte en banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir Paul Pironnet. Bonjour Paul. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Puis, merci à toi de m'accueillir là sur cette séquence d'interview. Avec plaisir. Paul, tu es un auteur, formateur, coach, enseignant PNL depuis 30 ans au service du développement personnel et professionnel. Tu es un personnage incontournable dans le paysage de la formation et en particulier de la programmation neurolinguistique. Quelles sont les 3 valeurs qui guident tes choix? Alors, la première dans la vie, c'est d'abord le plaisir. Moi, j'ai besoin d'être nourri par des choses qui répondent à mes valeurs. Donc, une valeur importante, c'est le plaisir de vivre, c'est le plaisir de partager, c'est le plaisir d'apprendre, c'est le plaisir aussi de transmettre, puisque c'est vraiment ce qui a animé toute ma vie. Donc, voilà, je crois que mes choix professionnels, en tout cas, ils sont très orientés sur le plaisir, 2, le service que j'apporte aux personnes que j'accompagne. Et puis, ce qui est aussi très important pour moi, c'est le fait de co-construire, de collaborer, d'agir ensemble, de construire ensemble. Même au sein de mes formations, la notion de lien et de co-développement qui débouche aussi des formations est une dimension qui est très importante dans ma vie professionnelle. Voilà, donc moi, la notion de communauté, de groupe, d'apprentissage commun, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi. Et Paul, qu'est-ce qui te fait vibrer? Le plus dans la vie? Je pense qu'il y a différentes choses qui me font vibrer. Il y a d'abord, moi j'ai envie de dire la complicité que je peux partager avec des gens qui m'inspirent. Ça, c'est une chose qui me fait vibrer. C'est le fait d'être porté par une mission qui est utile aux gens, parce que quand on voit, moi j'ai la chance d'accompagner des gens sur pas seulement sur des stages de 3 jours, mais sur parfois des longues périodes dans des phases de transformation de vie qui sont importantes, à la fois sur le plan personnel et professionnel, ce qui crée là pour le coup des relations fortes. Et ce qui me fait vibrer, moi, c'est ces moments de partage, d'échange. Parfois, on partage des difficultés, parfois on célèbre. Voilà, mais c'est une aventure humaine qui est pour moi une des choses les plus importantes, en tout cas dans mon job. Et en quoi c'est important pour toi justement ces partages, cette transmission? Alors, je sais pas si c'est le fait que je sois né qu'un frère jumeau, mais la notion de connexion à l'autre. Moi, je pense que dans ma relation, quand je regarde mon planning, quand je regarde comment ma vie est organisée, en tout cas professionnelle, je sais que mes pointes de satisfaction les plus hautes, elles sont dans la reliance que je vais avoir avec les personnes, dans le partage que je vais avoir, dans ces moments. Ça peut être des moments légers, des moments profonds, des moments. Voilà, mais quand il y a ces connexions fortes, quand des gens sont émus aux larmes parce que tout d'un coup ils prennent conscience d'un système de valeurs important, quand ils recréent une relation qu'ils avaient perdue avec un parent, quand ils donnent un sens différent, alors qu'ils ont toujours pensé que un parent, par exemple, les aimait pas ou les rejetait ou quoi que ce soit, et tout d'un coup, ils découvrent qu'en fait, dans l'attitude du parent, euh, même si c'est pas du tout exprimé, mais en fait, derrière, il y a de l'amour. Et donc, du coup, on recrée une relation qui va changer complètement l'avenir de la relation et de leur vie même. Ça, pour moi, c'est des moments qui me touchent très profondément. Donc, tout ce qui touche à la fois au sens de l'existence et à la reliance, c'est toujours pour moi très, très important. Oh, merci. Et parmi toutes tes expériences de vie, en fait, depuis l'enfance, d'après toi, quel est ton fil rouge? Alors, enfant, moi, je suis né en communauté. 2 choses ont marqué ma vie à ce moment-là. C'est une espèce de… Alors, pour comprendre un petit peu l'histoire, je suis né dans une communauté qui était fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui est un homme qui a vécu avec Gandhi. Et donc, du coup, les personnes qui ont fondé cette communauté sont des gens qui ont voulu appliquer cette philosophie de la non-violence, notamment face aux situations
incompréhensibles et complètement parfois destructrices hein, de notre société à l'égard de populations X ou Y. Enfin bref, et donc ils sont beaucoup défendus pour des causes et pas en se rébellant ou en fuyant les problèmes, mais en prenant en compte cette différence, c'est-à-dire c'est là tout le message de Gandhi. Et vivre dans une communauté, c'est vivre avec des gens qui sont pas ceux qu'on a choisis en fait. Et je pense que très jeune, il y a deux choses qui ont marqué à ce moment-là mon existence et qui vont l'influencer après toute ma vie. C'est cette ouverture à la différence. Je me souviens que les gens étaient capables de jeûner plusieurs jours quand ils étaient en conflit. Bon, quand moi, plus tard, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des outils puissants pour résoudre des conflits, tout ça, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment très intéressant. Et à travers cette gestion de la différence, c'est pas seulement le conflit, c'est le fait de, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre, c'est vraiment dans le rapport qu'on a avec la situation, qu'on va la faire grandir, qu'on va faire de cette situation une situation qui va nous faire grandir ou au contraire qu'on va descendre. Donc, les millimètres, je dis toujours, entre le paradis et l'enfer, ils sont très fins en fait. Et entrer dans cette conscience de la manière dont je vais interagir face aux situations difficiles, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. La deuxième chose qui a marqué ma vie, c'est le fait d'être en contact avec des gens qui avaient fait des choix de vie importants. Et là, on retrouve la notion de système de valeurs, c'est-à-dire qu'il y avait parfois des personnes qui avaient des postes qui faisaient rêver, hein, des pilotes de ligne, des anciens présidents de sociétés importantes et tout ça, mais qui avaient lâché en fait tout ce confort un peu magistral parfois pour en fait une vie qui était beaucoup plus en phase avec des croyances et des valeurs qu'ils défendaient. Et du coup, des gens qui, malgré un confort moins grand, avaient une vie beaucoup plus heureuse. Et donc, plus tard, quand j'ai redécouvert le développement personnel, ben, c'est deux choses qui ont beaucoup résonné. Mais c'est aussi ce qui m'a fait souffrir pendant mon enfance. Mes parents, quand j'avais 7 ans, m'ont amené à Grenoble. Donc, j'ai grandi dans une cité universitaire, ce qui était, pardon, en cité, pas universitaire, mais en cité dortoir. Et donc, du coup, j'ai connu les problèmes de banlieue, enfin, pas de mauvais quartiers, comme on dit, etc. J'ai un peu mal viré. Et ce qui m'a sauvé ce cours, c'est parce que tout d'un coup, j'ai trouvé une façon d'exister autrement qu'en faisant n'importe quoi. Et à travers le sauvetage, tout ça, je me suis spécialisé énormément dans ce domaine. Et ce fil rouge, après, ça a été donc à la fois la quête du droit d'exister, mais qui venait pour moi à travers, c'était ma raison d'être en fait, qui était c'était même pas une raison d'être à l'époque parce que je me sentais pas exister. Moi, je me sentais beaucoup rejeté. J'ai eu beaucoup, on va parler du monde féminin prochainement dans cette soirée. Moi, je l'ai fui le monde féminin parce que j'étais très insécurisé. Donc, j'avais peur tout le temps. Je prenais pas ma place. J'ai beaucoup souffert de ça et je me sentais inutile. Et donc, du coup, il y a un moment donné, j'ai commencé à faire des tas de conneries. Hein, quand on est ado et qu'on n'est pas nourri par de la construction, on va l'être au moins par la destruction. Jusqu'au jour où, je pense, c'est le sauvetage qui m'a sauvé parce que je me suis retrouvé tout d'un coup à faire des choses qui pouvaient faire du bien en fait à des gens qui allaient mal. Et puis je me suis spécialisé là-dedans. Je suis devenu moniteur fédéral, national. Je me suis spécialisé en secours routier, aquatique, sportif. Je suis devenu maître nageur. Je me suis spécialisé en côte dangereuse. Enfin, j'ai fait énormément de choses là-dedans. Mais j'étais toujours dans cette course effrénée en fait, de toujours vouloir sauver les autres. Donc il y avait à la fois cette quête de performance qui était très forte pour moi et je pense que cette peur de pas être aimé ou de pas exister, elle s'est traduite aussi à ce moment-là par une espèce de puissance pour agir. Malheureusement, le fait que même si j'ai beaucoup réussi dans ces métiers, je me suis rendu compte à la fin que j'étais toujours dans la même problématique, qui était que je ne m'évaluais qu'à travers les résultats que j'avais obtenus, qu'il fallait que je sauve des gens dans des conditions extrêmement difficiles pour mériter en quelque sorte d'être reconnu. Et donc, j'allais toujours de plus en plus loin jusqu'au jour où j'avais même entamé des cours pour être démineur de bombes. Voilà. Et puis, le développement personnel est arrivé à ce moment-là et j'ai commencé à comprendre ce scénario, parce qu'on me l'a renvoyé un petit peu, quoi. Et puis après, il y a eu cette souffrance aussi de la perte de ma mère très jeune, donc le sauvetage en mer. Il faut savoir que j'avais une phobie de l'eau à 12 ans, donc il y a tout un jeu comme ça qui s'est mis en place. Et ce que je garde de tout ça, c'est cette quête de survie. Elle a à la fois une force phénoménale, en fait, et en même temps, tant qu'on va pas chercher la peur profonde qui est derrière, eh bien, on pourra réussir autant qu'on veut. On sera toujours animé de cette même avidité. Alors moi, c'était le sauvetage en mer, ça aurait pu être l'argent, ça aurait pu être l'amour, ça aurait pu être ceci, cela. Et ça s'est un peu révélé d'ailleurs à travers l'amour, cette espèce de quête de sauvetage, parce que j'ai eu un peu la même problématique sur le plan
le plan affectif. Et voilà. Donc là aussi, il a fallu que je travaille à différents niveaux. Donc, Donc voilà, pour répondre à ta question, en tout cas, c'est ce qui a été le plus fort là-dedans, c'est cette quête d'exister pour les autres. Et je l'ai faite à travers l'aide aux autres. Bon, je le fais toujours, mais je le fais plus de la même façon maintenant. c'est ça. Donc, c'est ce qui, d'après toi, pourrait être un fil rouge qui, en tout cas, sur Absolument. lequel tu as navigué pendant toutes ces Voilà, années. un peu Ouais, comme ça le long du truc, mais au cœur de ça, c'est le sentiment d'être utile pour le monde, en fait. Être utile pour moi. Après, j'ai commencé à reprendre une place, moi, dans ma propre vie, à ne plus m'évaluer à travers ma performance, mais à travers ce que je suis et à ce que je rayonne, beaucoup plus qu'à travers les résultats que j'obtiens, même si je suis toujours un combatif, hein, je suis un compétiteur, mais je n'ai plus besoin de réussir pour me sentir aimé. Et je n'évalue plus non plus ma qualité d'être à la qualité de ce que je fais, quoi, en gros. Voilà, donc l'amour, je pense, intérieur, l'acceptation de ce que je suis m'a beaucoup libéré, je pense. hmm. Tu as écrit un livre qui s'appelle Vivre ou subir, n'est-ce pas? Absolument, c'est mon deuxième, troisième ou quatrième livre, je sais plus. Mais en tout cas, j'en ai écrit un qui porte ce titre, oui, c'est sûr. D'accord, super. Vivre ou subir, parce que voilà, c'est toute la dynamique en fait, hein, c'est de sortir de ce sentiment d'incapacité face à des choses qui ne nous conviennent pas et puis d'aller ouvrir cette mèche intérieure, ce feu intérieur qui va nous permettre de transformer. Euh, Par rapport à cette transformation qui t'a permis d'exister par rapport à toi-même, à quel moment, dans quelles années, on va dire, à quelle période tu as pu voir ou vivre cette transformation, sachant que ça se fait peut-être, Alors, ça se fait en plusieurs alors périodes. ça s'est fait en plusieurs étapes, mais le moment où ça s'est vraiment révélé, c'est autour de 19-20 ans. Moi, j'ai commencé le développement personnel à 19 ans. Mais je vis de la formation, de mon métier de formateur aujourd'hui depuis l'âge de 23 ans. Mais à 18 ans, je travaillais déjà et j'ai fait du sauvetage en mer. Je me suis spécialisé en côte d'Anjou à 19 ans. J'ai travaillé jusqu'à à peu près 21 ans, 22 ans, je crois, la dernière année. Donc de 19, 20, 21, 22, 23, enfin 22, parce que j'ai dû faire, ouais, j'ai fait 4 ans complets dans le sauvetage en mer. Et donc, alors, il faut savoir que j'y étais 4 à 5 mois par an, en fonction après des zones de responsabilité que j'ai eues. Mais pendant l'année, je donnais des cours. Euh, Notamment, j'entraînais les personnes, je formais au secours, enfin tout ça. Donc, à ce moment-là, j'étais encore dans ma course au succès. Et puis, le développement personnel qui est arrivé a peu à peu ouvert cette brèche de conscience de qui je suis. Ça a commencé déjà par reconnecter à mes émotions, parce que j'ai pas versé une larme entre 12 ans et 19 ans. Donc, dans mes débuts, reconnecter, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs, non pas par la PNL, mais par la Gestalt thérapie, qui est une approche qui est très centrée sur l'accueil des émotions et l'expression du ressenti. Donc, j'ai pleuré énormément, j'ai fait beaucoup d'ailleurs de séminaires où on exprimait comme ça des week-ends entiers, parfois à mon avis un peu par excès, enfin, je pense avec le recul, mais où on exprimait beaucoup cette colère, cette peur, enfin, tout ce qu'on avait vécu. Bon, c'était encore le mouvement très axé sur plus j'exprime mes souffrances, plus je vais aller mieux. Ce qui au départ n'est pas une mauvaise chose, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir aussi se remettre sur des axes solutions. Et c'est un peu ce que la PNL m'a apporté. C'est que quand j'ai découvert quelques années plus tard la PNL, là, tout d'un coup, on m'a commencé à me dire, mais Polo, à quoi tu aspires dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Vers quoi tu veux aller? C'est quoi ton système de valeurs? Là, il y a une accélération considérable qui s'est faite dans mon développement, notamment professionnel après, puisque c'est autour de ça que j'ai construit mon avenir professionnel. Je fais de la formation, beaucoup en entreprise. Et puis après, avec mon partenaire de l'époque, avec Carole, on a co-créé ensemble cette première grande école de PNL. Là, on est en 90-91. Voilà, en 2000, j'ai créé une deuxième société qui est très, très axée sur la dynamique collective, qui s'appelait Cohésion Internationale. Et puis, donc à peu près tous les 10 ans, j'ai changé, hein, puisqu'en 90, j'ai créé donc l'école de PNL. En 2000, Cohésion Internationale, qui avait le siège d'ailleurs à Genève, près de chez toi. Et puis, en 2010, du coup, je me suis séparé de Cohésion Internationale et puis j'ai créé Paul Piron Institute. Ok, excellent. Voilà, donc, voilà, toute cette quête, elle s'est toujours mise au service
de l'enseignement de la PNL, qui m'a toujours passionné, et puis de la formation de professionnels vers les métiers, beaucoup de la formation au départ, la cohésion d'équipe ensuite, et puis aujourd'hui, j'en suis à ma 3e école de coaching, donc ça aussi, ça m'a un petit peu suivi. Voilà. Mais à chaque fois, je travaille avec des partenaires pour la partie école de coaching. Super. Et quelle est d'après toi la plus grande frustration ou difficulté que rencontrent les entrepreneurs à succès dans leur vie affective ou sexuelle? Alors, je pense que, écoute, très franchement, je ne sais pas, en tout cas dans leur vie sexuelle, mais en tout cas dans leur vie affective, le risque, c'est évidemment le fait d'être parfois plus marié avec leur job qu'avec leur conjoint, quoi. Voilà. Moi, je me suis marié pour la première fois en 2003. Voilà, j'ai été 6 ans marié. Et j'ai une extraordinaire souvenir de ces années-là. Bon, après, on a fait plus un divorce d'amour que on ne s'est pas séparés par voilà, simplement parce qu'il y avait des valeurs fondamentales sur lesquelles on n'arrivait pas à se retrouver. Et je pense que moi, dans ces années-là, ce qui m'a sauvé, c'est mes projets. Mais j'étais pas encore sécurisé dans mes projets de développement. J'étais toujours un peu cet entrepreneur qui se demandait comment il allait finir le mois. Et du coup, dans cette préoccupation de parfois un peu de survie, faut bien le dire, et du coup, ce qui va devenir important et ce qui va nous préoccuper beaucoup à ce moment-là, moi, ça a été ça au début. Hein. Et puis après, le succès amène aussi de la stimulation. Et le risque, c'est de mettre toute son attention, parfois plus sur son activité que sur son environnement. Donc, je crois que vivre en couple, pour moi, c'est un challenge, de toute façon. C'est un challenge qu'il faut qu'on décide au fond, d'accomplir ensemble, en fait. Et si le partenaire n'est pas positionné comme la personne la plus importante, faut faire un petit peu attention parce que sinon, c'est l'entreprise qui va être de plus en plus importante. Et là, les problèmes vont commencer. C'est ça, c'est de concilier les deux parce que les deux sont importants. Donc, ouais. Les deux sont importants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une posture fondamentale à positionner. C'est où est-ce que je mets ma priorité? Parce que les deux sont importants, mais ça ne suffit pas de dire que les deux sont importants, c'est quel est pour moi le plus important. Ça ne suffit pas de dire que c'est important. Parce que mes parents sont importants, mes enfants sont importants, mon travail est important, mes clients sont importants, mes fournisseurs sont importants. Tout le monde est important à un moment donné. Mais il y a un moment donné, il faut savoir se dire aussi, c'est pas tout qui sont importants. Il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important. C'est quoi qui est au centre, en fait. Ouais. Et à un moment donné, le plus important, c'est qu'on s'occupe d'abord du plus important. Et puis en secondaire, le deuxième important. Alors, ça veut pas dire qu'on met tout son temps et son attention sur le plus important en oubliant le reste. Mais à quoi on donne la part la plus importante? À quoi on donne la priorité en cas de situation un petit peu difficile? Voilà. Donc, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir dans quoi je mettais le plus important. Et j'ai jamais été voilà, je suis pas un modèle dans le domaine, mais ce qui est sûr, c'est que les vies de couple qui ont fonctionné sont des vies de couple dans lesquelles la personne avec qui j'ai été pendant la période où j'ai été est passée comme étant la plus importante. C'est-à-dire, alors ça n'empêche pas que quand je suis en animation, puisque je fais beaucoup d'animation, je suis en animation, mais il y a un moment donné où après l'animation, voilà, si on sort, si on bouge, c'est quoi ma priorité dans la journée, quoi. Je pars pas sans laisser un message, j'envoie un petit coucou, enfin, ça se nourrit. Tu sais comme moi qu'un succès ou un échec, ça arrive pas en un jour. Hein. C'est vraiment ce que j'appelle moi du rituel quotidien. Donc on tue pas une entreprise en un jour et on tue pas une relation en un jour. Voilà. Donc si on soigne sa plante, voilà, elle va bien pousser. Si on la soigne pas, la pauvre, elle va se dessécher. Elle ne s'occupe pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Absolument. Elle aura bien raison d'ailleurs. Merci pour ce partage. Alors, tendez l'oreille, mes amis, nous allons aborder maintenant un sujet brûlant. En 1997, dans le cadre d'une recherche universitaire sur les questions de genre, je découvre que l'énergie érotique est une énergie de création. Je crée alors le néologisme d'érotivité en 2002 et je lis Napoléon Hill en 2016 où il dit « Votre énergie sexuelle fera naître et développer toutes les qualités qui vous rendront riches et heureux. L'amour, la tendresse et le désir sexuel éprouvés simultanément peuvent faire de vous un génie. »
Alors, Paul, on a perdu ton image. Je ne sais pas si tu nous entends. Alors, je t'entends, mais par contre, je t'ai perdu l'image et je ne sais pas pourquoi. Eh oui, ben moi aussi, je t'ai perdu à l'image. Alors, Donc, je te bouge pas, vois je vais plus. revenir. Ça va revenir, ça va revenir. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, hop, hop. Ça Voilà. y est, il est de retour. Ouais. Hop. Alors, excuse-moi, du coup, je reprends. Je t'en prie. Voilà, donc je disais, avec la citation de Napoléon Hill, Napoléon Hill. voilà, et Paul, peut-on dire qu'un entrepreneur qui est épanoui dans sa vie sexuelle a de meilleurs résultats financiers? Et si oui, comment expliquer cela? Et peut-être quel est ton vécu là-dessus? Alors, pour moi, c'est sûr, parce que je pense que l'épanouissement sexuel, ça ne fait pas seulement réussir dans la vie professionnelle, ça fait réussir sur tous les plans. Je pense que c'est la base. Tout commence par le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, mental, spirituel. Et s'il y avait des priorités, je commencerais par en bas et je monterais tout doucement. Et donc, j'imagine que, alors, j'ai pas fait de grosses études pour aller étudier le rapport entre la dimension sexuelle et le reste. Euh, Moi, j'ai pas toujours eu une partenaire dans ma vie. J'ai pas souvenir que des moments où j'avais pas forcément de partenaire. Ma vie créative a été moins importante ou quoi que ce soit, ou plus importante. Ou j'ai un peu de mal à faire ces analogies, aussi directes soient-ils. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les souvenirs de moments vraiment de partage d'une vie sexuelle riche, c'est clair que ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien aux relations, ça fait du bien à tous les. Enfin, et c'est sûr que je pense que ça a un impact énorme sur la vie professionnelle. Hum, hum. Et quel lien vois-tu entre ta libido et les variations de ton activité? Parce que finalement, même si on ne le partage pas avec un partenaire, on a quand même une libido, il y a l'énergie sexuelle, elle est là. Donc, est-ce que tu Absolument. verrais une corrélation? Écoute, je me suis jamais vraiment posé la question entre mes chiffres, c'est-à-dire, on pourrait dire les variantes économiques, si on peut dire, ou en tout cas le. Mais euh, je pense qu'on pourrait faire une analogie. Mais alors là, très franchement, est-ce que dans ma vie, j'ai senti. Non, je peux te dire que dans les périodes, ouais, peut-être dans lesquelles j'ai vécu des connexions fortes sur un plan sexuel, c'est sûr que, en tout cas, ce sont des périodes de vie qui ont été peut-être plus intenses, ouais, Hum, sur le plan professionnel. Ouais. hum, hum, En hum. tout cas, mais parfois, je me demande si. Non, non, je pense que. En tout cas, quand ça a été. J'ai du mal à faire des ponts, mais. Mais je pense en tout cas, que ça a un lien dans la vie énergétique de la journée, et par conséquent dans les résultats. Je pense Hum, qu'il y a un lien. hum. Oui, j'imagine avec les émotions, avec bon, la peur et le désir hein, sont intimement liés. Et du coup, dans un business, il y a beaucoup de décisions à prendre, des défis à Mm. affronter. Voilà, c'est un peu l'hypothèse que je fais, mais je suis en train de soulever Oui. cette thématique en fait. Après, je pense aussi moi, j'ai une vie, dans ma vie sexuelle, j'ai l'impression que les choses ont quand même évolué au fil des ans. Bon, surtout après, il y a quelques années, la découverte du tantra, qui a aussi énormément changé mon rapport, d'abord à l'autre, d'abord au désir, mais aussi à la personne, à la femme, et qui ont fait que la dimension de raffinement, c'est très forte, enfin, c'est vraiment révélé comme étant importante. Et ça a aussi eu un impact dans ma vie sociale, ma Mm. vie. J'ai eu le sentiment que la, la dimension de l'éveil au désir, c'est-à-dire au raffinement dans le désir, ouvre aussi au raffinement dans la vie de tous les jours, y compris dans le business.
Tu peux donner un exemple de qu'est-ce qui aura été différent depuis que justement tu as cette conscience et ce raffinement? En fait, ne serait-ce que dans l'éveil des sens, que ce soit de goûter un instant, hein, qui soit dans la qualité d'une relation que je peux avoir. Je parle d'une relation de communication, hein, avec une personne comme ça. La capacité d'être au contact de ce que les gens vivent, le sentiment, être au contact de ce que je ressens, moi, par rapport à une situation professionnelle, familiale, sociale. L'écoute d'une personne, ne serait-ce que ça peut être un client, un fournisseur, un associé. Enfin, l'éveil des sens, la notion de plaisir, d'être attentif au plaisir de l'un et de l'autre dans sa vie, c'est-à-dire de faire les choses par plaisir et pas par devoir, même si parfois il faut prendre des responsabilités. Mais pour moi, le nœud du système, c'est d'abord l'envie, le désir. Ensuite, on travaille sur la capacité à faire les choses, quels sont les moyens que j'ai à mobiliser, puis enfin sur le devoir que je situe à la fois à travers mes valeurs, qu'est-ce qui est important vraiment pour moi, et puis qu'est-ce qui fait partie des règles du jeu que j'ai posées, quoi, des engagements que j'ai pris. Mais j'ai le sentiment que, en tout cas, à travers la sexualité, notamment à travers le tantra, puisque c'est une période, moi, qui m'a fait beaucoup évoluer sur la sexualité. D'abord, je suis beaucoup moins dans le fait de prendre, mais beaucoup plus dans la dimension du don. Ça a changé énormément de choses. Et ça a aussi changé, puisque ce rapport-là, il s'est aussi développé dans mon rapport avec le monde, et notamment le monde professionnel, le monde financier. C'est-à-dire que je, je me suis peut-être. Il y a un terme qui me plaît beaucoup, c'est plutôt qu'être entrepreneur, c'est être entre-donneur. Entre-donneur, c'est-à-dire c'est cette dimension de don et d'attention que je vais porter à mon environnement. Au même titre que je me sens davantage dans le don et l'attention que je vais porter à l'autre aujourd'hui. Alors, bon, il y a peut-être l'âge qui a joué un petit peu, mais pas seulement. Je pense il y a, il y a eu vraiment une évolution dans, je pense, en tout cas, à travers la sexualité, je sens que ça a aussi eu un impact sur ma vie plus largement. Cette dimension de la contribution et de la générosité, il faut dire que, en tout cas moi qui te suis depuis une bonne dizaine d'années, je vois à quel point tu fournis de l'information qui est disponible sur Internet par des vidéos, des lives, voilà, tes interventions dans des congrès, des conférences, ça amène beaucoup. Absolument. Ouais. Et moi, je pense que bon, je pense qu'il y a un rapport direct entre la qualité de ce qu'on donne et la qualité de ce qu'on reçoit, quels que soient les niveaux. Ben, ma chanteur, hein, s'il donne énormément parce qu'il fait des vidéos, il fait des chansons, ben, il y a beaucoup plus de gens qui l'écoutent. Donc, à partir du moment, ben, ça veut pas dire que tout le monde va aimer, mais en tout cas, ceux qui vont aimer seront plus nombreux, puisque par définition, il y en a beaucoup plus qui l'écoutent. Donc, c'est un peu la même chose dans le développement personnel. Plus on va donner, plus on va distribuer. Alors, il y a des gens qui vont aimer, il y a d'autres qui vont moins aimer, il y en a pour tout le monde, c'est bien. Il y a beaucoup de variétés. Et je pense que dans cette abondance, en tout cas de dons, ça se mesure évidemment, hein, puisqu'il y a un rapport direct, de toute façon, je le vois bien dans les courbes qu'on a de croissance, entre la qualité de ce qu'on donne, le volume et la qualité surtout de ce qu'on donne sur les réseaux, on a automatiquement de l'autre côté un retour important en termes de sollicitation. Ça, c'est direct. Et je pense que dans l'amour, c'est la même chose, c'est-à-dire que la dimension du don, la qualité de ce que l'on donne génère un retour qui est évidemment très différent. Super, merci. Et comment gères-tu ta libido quand celle-ci est en berne, quand tu la perçois un peu moins présente? Alors, écoute, comment je la gère? Je peux avoir comme ça des moments un peu de baisse. Alors, ce qui peut se passer, c'est que je pense que comment dirais-je? Moi, je suis dans un environnement je vais dire de rencontres. C'est pas des rencontres qui sont affectives forcément, mais en tout cas, je rencontre énormément de personnes. Donc, je croise énormément de gens. Et donc, c'est humain. Automatiquement, je suis dans une posture où il y a aussi un haut volume de sollicitation. Et donc, du coup, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui sont très directs, par exemple. Il y a des femmes, évidemment, qui sont très séduisantes et tout ça. Bon, moi, j'ai un positionnement qui est très clair, c'est que quand je suis en relation avec une personne, je suis en relation avec une personne et pas 50.
Euh, et c'est vrai que il y a des fois, c'est du sport hein, de résister à certaines sollicitations sont fortes. Donc du coup, j'ai une stimulation qui est assez forte et assez variée sur le plan de la libido. Si on parle de l'attraction des femmes et voilà. En même temps, je pense que j'ai jamais, enfin, je suis quelqu'un j'ai parfois un contrôle qui m'épate, qui me dépasse même. Mais je pense que j'ai aussi beaucoup de mal. Enfin, je suis quelqu'un qui a un très haut niveau de fidélité, c'est-à-dire que quand voilà. Alors et du coup, à la fois, bon, il y a eu les périodes où j'étais en couple. Hein, là, j'ai jamais, je me souviens pas avoir eu, enfin, en tout cas je suis parfois sollicité, mais en général, j'arrive assez bien à gérer le truc. Euh, et puis, les moments où j'ai pas été en couple, ça veut dire, à ce moment-là, j'ai pas d'engagement particulier. Euh, en fait, les pertes de libido sont assez rares parce que on a une sollicitation qui est assez large, même si j'ai pas forcément comme ça des changements de partenaire non plus comme ça. Je suis pas dans un système moi, j'ai tendance. Bon, j'ai peut-être une période de ma vie où j'étais un petit peu plus varié, mais sinon moi j'aspire plus. Et je pense d'ailleurs pour en revenir au tantra que c'est une chose qui était importante, c'est que j'aspire davantage plus aujourd'hui à une relation qui soit enrichie, euh, pas seulement d'un contact physique ou d'une attirance physique, mais qui soit enrichie de bien d'autres choses derrière. Ce qui fait que aujourd'hui, ma libido, elle se construit. Alors, il y a évidemment l'attraction physique, hein, le besoin d'ordre physique, mais pour que cette dimension physique, en fait, je m'éclate véritablement dans une relation physique. J'ai besoin de sentir qu'il y a une autre dimension, parce que sinon, voilà, en tout cas, c'est pas mon truc. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire Je vais te que... donner une idée. Je vais te donner, faire par un truc. Alors, bon, c'est très entre nous. Je sais pas où est-ce que va se promener cette entrevue, mais j'ai un copain qui m'avait dit, écoute, Polo, il faut vraiment que tu essaies les soirées, on appelle ça les clubs Échangiste. échangistes. Ouais, enfin, un peu, voilà. Et bon, moi, d'un côté, ça me faisait un peu fantasmer. Et puis, bon, je me dis, bah, les polos, tu ne veux pas rester. Donc, j'étais une période où j'étais célibataire. Elle m'a dit, écoute, je t'emmène dans un truc, tu vas voir, c'est très bien. Bah, c'est ma première expérience. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, donc bah, bref. Mais en fait, très vite, très vite, je suis pas resté. En fait, à 11 heures du soir, je me suis barré. Euh, enfin, j'ai trouvé. Enfin bon, je veux pas porter de jugement, mais bon, c'était cette espèce de mélange, de laisser aller, ça m'a plutôt peiné qu'inversement. Je trouve bon, j'ai fait beaucoup de tantra. Alors, je commençais à l'époque. Et autant le tantra, je me trouvais qu'on mettait l'honneur au raffinement et à tout ça, autant de l'autre côté, je trouvais que c'était dépourvu de sens et tellement contraire, je pense, à toute la beauté, à la richesse qu'on peut mettre dans une relation. C'est peut-être même pas le nombre d'ailleurs qui me gêne, hein, c'est la manière dont c'est fait. En fait. Voilà. C'est clair. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux sollicitations, est-ce qu'on peut dire que justement tous ces métiers qui amènent une certaine notoriété, une visibilité, que ce soit des acteurs ou des chanteurs, et du coup, ben, l'entrepreneur, il a aussi une certaine aura. Est-ce que justement ça nourrit, comme tu semblais le dire, en fait, cette libido, en fait, notre propre niveau Alors, d'estime de nous-mêmes ou... je pense que moi, par exemple, j'ai beaucoup souffert dans mon adolescence du sentiment d'inexistence. Et je peux te dire que dans les relations, c'était terrible. Parce que j'osais même pas approcher une fille. Moi, je me souviens que mes potes à l'école, au lycée, ils se mettaient bras dessus, bras dessous avec les copains et les copines. Ça leur posait aucun problème. Moi, c'était juste impossible parce que mettre mon bras autour des épaules, j'avais l'impression de l'agresser complètement, la fille. Et que du coup, je la dérangeais. Enfin, mais pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, j'étais quelqu'un qui dérangeait, en fait. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps. Et c'est ça va peut-être répondre à ta question, c'est que quand je me suis retrouvé en sauvetage en mer, je me suis retrouvé sur des postes, maître nageur, etc. Et là, j'ai commencé
à voir dans le regard des femmes, mais au début, j'y croyais pas du tout. C'est mes potes qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte que tu as marqué un point, que tu t'es fait repérer. J'ai dit, non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de... Voilà, et je me souviens de ma première relation voilà, qui est devenue, enfin, qui était à la fois sexuelle et en même temps, voilà. Enfin, heureusement qu'il y avait un pote qui était là. C'était un cirque incroyable, tellement moi j'étais dans mes filtres. Et donc je peux comprendre que quand on n'est pas en assurance intérieure, eh bien on filtre le regard de l'autre, le positionnement de l'autre, la réaction de l'autre, comme un message de rejet en fait. Et il m'a fallu énormément de temps pour commencer à filtrer et accepter que les choses puissent être différentes. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, comme je faisais sauvetage en mer, d'être bien, enfin, je sais pas si c'était mieux positionné, mais en tout cas dans une posture, évidemment, où je brillais un peu aux yeux d'un certain nombre de personnes. Et ça m'a énormément aidé à reprendre confiance, d'abord en moi, puisque du coup, j'avais des responsabilités importantes, j'en ai eu très vite. Et puis, du coup, à revoir l'admiration des femmes, euh, voilà, de savoir que je pouvais être apprécié, aimé même aussi énormément, que parfois je crée des jalousies, enfin bon, de sentir en fait que je peux être quelqu'un qui, voilà, qui attire les femmes. Donc ça il a fallu un temps, et pourtant je me suis pas plus transformé. Enfin, je veux dire, c'est simplement une perception des filtres en fait dans lequel je peux être. Après, je pense que pour en revenir à la posture d'un métier comme le mien, de formateur, c'est clair qu'on a des admirateurs, on a des admiratrices. On a aussi des personnes qui parfois confondent le personnage avec la personne. Et je crois que enfin, les relations qui ont marché, c'est des femmes qui, au début, peut-être étaient un peu admiratives de la personne, mais quand ça a été le cas, ça n'a jamais tenu longtemps. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que le fantasme qu'on laisse apparaître dans une fonction n'est pas forcément ce qu'on va trouver après dans le rapport humain qu'on a tous les jours avec une personne, simplement parce qu'on n'est pas la même personne. Si, si quelqu'un est un artiste, par exemple, il est sur scène, il a son talent, mais ça ne veut pas dire qu'il est tous les jours dans cette dimension un peu incroyable qu'on peut capter. Si, je sais pas moi, si quelqu'un est je sais pas, acteur, par exemple, on peut l'admirer complètement dans ses rôles d'acteur, et bien dans la vie de tous les jours, avoir affaire à quelqu'un qui est très différent. Donc, la, la confusion des deux, j'ai appris voilà, à faire un petit peu la différence. Donc, on peut être aussi parfois extrêmement euh, admiré ou quoi que ce soit. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, je fais je fais assez la différence entre l'admiration qui peut être portée à l'idée qu'on se fait de Polo, parce que ceci, voilà, et puis ce que je fais vraiment. Donc, je pense que j'ai encore un peu d'humilité pour essayer d'entendre, de redescendre un peu les choses. Et puis, parfois, voilà, on sent qu'il y a des personnes qui vont pas nous aimer pour le statut, pour la fonction, ou pour ce qu'on est capable de faire dans certaines situations, ou d'être, mais pour ce que l'on est, tout simplement. Mm. Et ça se sent très vite. Dans l'intimité, ça se sent très, très vite, quoi. On sent bien si la personne elle est touchée par la sensibilité qu'on a au fond de nous, ou si elle est touchée par le numéro qu'on est en train de montrer, quoi. Absolument. Avant de terminer, Paul, quelle pépite as-tu envie de transmettre aujourd'hui aux entrepreneurs, leaders, pour les aider à concilier leur réussite amoureuse, affective et professionnelle? La première chose, c'est clarifier leur système de valeurs. C'est où est-ce qu'ils mettent leur important et quel est l'important, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui serait important longtemps, en fait. C'est pas seulement important maintenant, mais dans quoi ils vont mettre de la valeur à long terme. Une relation, ça se construit. Et ça se construit pas parce qu'une fois que c'est acquis, on a une chouette personne avec nous, et on se dit c'est un peu gagné. Hein, du coup, on va passer une fois qu'on a la personne, que ça passe relativement bien, on s'installe un peu dans une habitude. Et c'est ça qui est risqué, parce que dans cette habitude, c'est un peu comme si on laissait aller notre entreprise un peu en faisant toujours les mêmes choses sans nouveauté, quoi. Je pense que le couple, c'est quelque chose qui s'alimente en permanence. Donc, il faut être attentif à nos valeurs et surtout avoir des projets. Moi, quelles sont nos valeurs et quels sont nos projets cette année, et qu'est-ce que ces valeurs et ces projets nous engagent à faire de différent.
Enfin, moi, je pense que c'est les 3 points essentiels. Quelles sont les valeurs importantes que j'ai? Quels sont les projets que je veux partager? Et ces valeurs et ces projets, qu'est-ce que ça nous entraîne à faire de différent? Voilà. Et je pense que moi, en tout cas, tant que je sens que ces 3 axes-là sont nourris, le projet mûrit. Mais à partir du moment où je m'installe une relation, que ce soit pour un week-end ou un mois ou une année, il faut des valeurs, il faut des projets et il faut un peu de variété. Je reconnais, je suis pas toujours au top là-dedans, mais j'apprends de plus en plus à repérer quand ça colle pas. En tout cas, que très souvent c'est parce que soit il y a un problème au niveau d'une valeur, donc le risque, c'est l'occasion à chaque fois de revenir sur qu'est-ce qui est important quand ça va pas. Parce qu'on a des frustrations, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de frustration. Donc, chaque frustration, pour moi, elle cache une valeur. Qu'est-ce qui est important à partir de là? Si ça se passait mieux demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Quel objectif on pourrait se donner pour restimuler les choses autrement? Et puis, du coup, quelle modalité de rituel on pourrait changer pour qu'à l'avenir, les choses se passent mieux et qu'on soit dans une dynamique, au contraire, de croissance. Et pour ça, faut accepter notre fragilité, faut accepter de dire à la fois ce qui va bien, mais aussi de temps en temps ce qu'on a besoin d'améliorer, tout ça. Et je suis pas un grand champion de la chose, hein, mais j'essaie d'être en tout cas au plus près à chaque fois de ce que je vis, ce que je ressens, et tout en préservant une bienveillance de ne pas me satisfaire d'une situation si elle ne me convient pas, mais de faire en sorte qu'elle bouge. Euh, bon, en plus, je suis quelqu'un qui est assez indépendant. Donc, j'ai l'habitude de le faire assez seul. Et mon challenge, en tout cas dans ma vie de couple, c'est de le faire à deux, c'est de partager sur des choses. Et c'est pas toujours évident, la fois, de parler de ces frustrations, ces trucs. Mais si on parle pas de ces frustrations, en tout cas, moi, j'invite toujours à parler de ses ambitions. C'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important, euh, autour des valeurs, autour des projets qu'on peut avoir ensemble et autour des façons de fonctionner qu'on peut avoir tous les jours pour vivre plus heureux, plus intensément. Et pouvoir se retourner en se disant, waouh, si la vie s'arrêtait maintenant, j'en ai vraiment profité. Quand on dit de profiter, moi je réfléchissais beaucoup avec un groupe là au début de l'année, on réfléchissait sur c'est quoi nos grands projets de la vie, enfin de l'année justement, pour être heureux à la fin de l'année. Il y a un gars qui a dit une chose très juste qui dit, bah, pour moi, c'est d'être heureux chaque jour, en fait. Je ne vais pas attendre la fin de l'année pour être heureux, quoi. Et je trouvais ça très juste, c'est-à-dire comment vivre cette journée heureuse. Parce que si on vit le présent, si on fait du présent un vrai présent, comme on dit, et ben du coup, on sait que demain sera plus beau. Mais si on se tue au travail aujourd'hui parce que pour être plus heureux demain, bah, je suis pas sûr qu'on sera plus heureux demain, en fait. Magnifique. Et avant de partager ton actualité, Paul, j'avais envie à nos auditeurs eh bien, de les inviter à liker cette vidéo si vous avez apprécié, de la partager et puis de la commenter, de nous dire un peu voilà, si cette thématique vous parle. En tout cas, c'est un bonheur pour moi de partager ces interviews. Donc, Paul, pour terminer, quelle est l'actualité que tu as envie de partager avec nos auditeurs et où est-ce qu'on te retrouve? Alors, actuellement, les prochaines grosses. Attends, parce que j'ai beaucoup de choses en même temps. On vient de finir plusieurs choses importantes. Donc, le prochain step pour nous, c'est la grosse période, ça va être l'été, avec l'université d'été. Sinon, je vais avoir à Paris un événement important, le 15 et le 16. On va faire 2 jours, en fait, qui vont être. On a quelques places encore, parce que c'est réservé à un mastermind de gens qui sont donc en formation avec moi en ligne, qui suivent des vidéos et qui, en plus, tous les 15 jours, ont 3 heures avec moi pour travailler sur leur quotidien à travers du contenu vidéo qu'ils apprennent. Hein, c'est de la formation PNL en ligne. Et on va avoir 2 jours en salle à Paris le 15 et le 16 juin. Et on va réserver quelques places à des gens qui auraient envie de nous rejoindre. On va vivre un processus en fait de transformation, à la fois sur les valeurs, sur nos domaines de vie, et puis voilà, créer une dynamique collective de progrès ensemble. Voilà, c'est un nouveau séminaire sur lequel je travaille qui s'appelle Valeurs et Business. C'est là-dessus que ça va évoluer. C'est vraiment des thèmes qui m'intéressent beaucoup. C'est qu'est-ce qui nous anime profondément et comment on peut construire sa vie
sa vie d'activité professionnelle, mais aussi des autres plans autour de quelque chose qui a plus de valeur pour nous et mettre de la valeur justement dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on partage. Donc ça, c'est des thèmes qui me portent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont besoin qui n'arrivent pas en fait à faire ce lien entre ce qui les aspire vraiment et leur projet. Mon idée, c'est voilà, de pousser encore mon accompagnement là-dessus, puisque je pense, c'est un des domaines sur lesquels je me défends pas mal. Donc super. Donc cet été, l'université d'été, c'est une école de coaching, de formation, de PNL. Alors, tous les ans, on a une grosse activité l'été qui s'appelle l'université d'été à Pralognan-la-Vanoise. Donc, on a à peu près tous les séminaires, MAS, Tech, Prat. On a aussi un stage Ennéagramme et puis un maître Prat. Donc ça, c'est à partir de mi-juillet. Sinon, début juillet, on commence à Lyon, l'université d'été, mais après, on sera à Pralognan-la-Vanoise. Ça, c'est pour la grosse saison d'été. Sinon, avant, on aura le mois de mai à Lyon. On a des bases, des Tech, des Prat en formation. Et puis, de nouveau à Paris sur le mois de juin avec cet événement du 15-16. Voilà un petit peu les moments importants, en tout cas pour le business aussi, on a une cohésion d'équipe aussi. C'est un thème qui en ce moment, en fait, qui nous a toujours beaucoup animé, mais sur lequel on a pas mal communiqué puisqu'on a fait beaucoup d'ateliers. Et on aura un séminaire de cohésion d'équipe aussi en juin. Mais en fait, ceux qui s'intéressent à notre activité, ils tapent Paul Pironnet sur Internet. Voilà. Et vous trouverez très très vite toute l'activité qui est en accès très très simplement via Internet. Je mettrai tout ça sous la vidéo. En tout cas, un tout grand merci, Paul, de ta générosité, de ces partages et puis de ton ouverture. Merci infiniment. Un grand merci à toi. Merci Anne-Catherine. Et bonsoir à tous. Bye.